Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un coin vraiment fascinant du monde, le nord-est de l'Algérie. Ah oui? Faut s'imaginer un peu ces paysages. Des montagnes assez escarpées, hein, les djebels, qui descendent vers la Méditerranée, puis de vastes hauts plateaux à l'intérieur. C'est ça. Un décor qui est vraiment spectaculaire et qui abrite une faune tout aussi impressionnante. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une communauté d'oiseaux un peu discrète, mais importante, les oiseaux de proie. Tout à fait. Ces chasseurs du ciel. Voilà, les chasseurs du ciel qui ont élu domicile, c'est sur eux qu'on se penche. Exactement. Et pour nous guider là-dedans, on a une source particulièrement riche, je trouve. C'est une thèse de doctorat. Ah oui? Oui, soutenue il y a quelques années, en 2016-2017, à l'université d'Annaba. C'est le travail d'Okba Bouma, ça. D'accord. Il a passé 2 ans sur le terrain, c'était en 2014 et 2015, pour faire un inventaire très poussé et une étude écologique des oiseaux nicheurs de cette région. Et il s'est concentré spécifiquement sur les rapaces. Donc c'est vraiment une mine d'informations. Ah oui, assez unique pour le coup. Bon, alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette thèse ensemble. On va essayer de comprendre combien d'espèces de rapaces vivent là-bas, d'où ils viennent, comment ils se partagent le territoire, est-ce qu'ils sont là tout le temps ou juste de passage pour l'été. Mhm. Et puis on fera un zoom, un arrêt spécial dans un endroit qui s'appelle le ravin de Ras El Ma. Oui, un site clé. Voilà, un site où l'étude a regardé de très près comment certaines espèces se reproduisent. C'est une vraie plongée qu'on propose, qui mélange la vue d'ensemble et puis des détails écologiques assez pointus. Alors, on explore ensemble les secrets de ces rapaces algériens. Allons-y. Bon, alors pour commencer, situons un peu mieux les choses. Cette étude, elle couvre quelle zone géographique exactement? Parce que c'est vaste, le nord-est algérien. Oui, c'est vrai, c'est une zone assez étendue qui a été couverte. L'étude s'est intéressée à 8 wilayas. Bon, c'est l'équivalent de nos départements ou provinces, quoi. D'accord. 8. Ça va de la côte méditerranéenne, avec des wilayas comme El Tarf, Annaba, Kikda, jusqu'au haut plateau, plus à l'intérieur des terres. On pense à Guelma, Soukaras, Constantine, Mila ou Melbouargui. Donc on a vraiment des paysages très différents. Exactement. On a le littoral, les forêts, les montagnes, les plaines intérieures. Une belle mosaïque de milieux, vraiment. Et dans toute cette mosaïque, alors combien d'espèces de rapaces différentes ont été repérées? On s'attend à quoi à peu près? Ben, le résultat est assez remarquable, je trouve. L'inventaire fait état de 32 espèces de rapaces. 32. Oui, en comptant les chasseurs de jour, hein, les aigles, les faucons, et les chasseurs de nuit, comme les hiboux et les chouettes. Ah oui, diurnes et nocturnes confondus. C'est ça. C'est une diversité qui est vraiment significative pour la région. Alors, ces espèces, elles se répartissent en 5 grandes familles. D'accord. La famille qui est la plus représentée, et de loin, c'est celle des Accipitridés. Ah oui, les aigles, les milans, les buses, les vautours. Exactement. Pas moins de 17 espèces différentes rien que dans cette famille. Incroyable. Ensuite, on a les falconidés, donc les faux-peaux. Les strigidés, ça c'est les hiboux et les chouettes classiques. Les titonidés, avec notre chouette effraie qu'on connaît bien. Et les pandionidés, avec le balbuzard pêcheur. 32 espèces, c'est impressionnant, hein. Ça montre que la région est vraiment un point chaud pour ces oiseaux, quoi. Tout à fait. Et d'où ils viennent principalement? Est-ce qu'on a une idée de leurs origines, un peu leur passeport biogéographique? Oui, l'étude se penche là-dessus et c'est assez clair en fait. La très grande majorité de ces espèces appartient à ce qu'on appelle le domaine paléarctique. Paléarctique, c'est-à-dire? En gros, c'est l'ensemble Europe, Asie du Nord et Afrique du Nord. Et plus spécifiquement même à la sous-région méditerranéenne. Logique, vu où à l'Algérie. Tout à fait logique. La vie faune, donc l'ensemble des oiseaux, est très liée à la végétation méditerranéenne locale, même si, la thèse le note au passage, cette végétation a tendance à se dégrader, ce qui est un point. Euh, D'inquiétude, oui. voilà. Et à l'inverse, il y a très peu d'espèces qui sont d'origine afrotropicale, donc qui viendraient d'Afrique subsaharienne. Ça confirme bien l'ancrage plutôt nordique, méditerranéen de cette communauté de rapaces. D'accord, des oiseaux plutôt d'ici, si on veut, méditerranéens et européens dans l'ensemble. Et comment ils vivent au quotidien? Est-ce qu'ils sont tous installés à demeure ou certains sont juste des vacanciers d'été? C'est là que ça devient vraiment intéressant de voir leur rythme de vie, non? Exactement. Il y a différents statuts, comme on dit en écologie, et c'est un mélange qui est intéressant.
Alors, Il y a d'abord les résidents permanents, les nicheurs sédentaires, ceux qui restent toute l'année. voilà. Et c'est la majorité. Plus de la moitié des espèces, environ 17, vivent et se reproduisent dans la région toute l'année. Par exemple, le faucon cresserelle, celui qu'on voit souvent en vol stationnaire, Oui, oui. ou la buse féroce, un grand rapace des zones plus ouvertes. Leur présence constante, ça suggère que la région offre des ressources suffisantes à l'année. Logique. Et ensuite? Ensuite, on a les migrateurs nicheurs. Eux, c'est environ 9 espèces. Ils ne viennent dans le nord-est algérien que pour la belle saison, disons, de mars à août-septembre, pour se reproduire. Les estivants, quoi. C'est ça. Le milan noir, dont on va reparler, ou le vautour percnoptère, ce petit vautour blanc et noir, font partie de ce groupe. Ils repartent ensuite passer l'hiver ailleurs, souvent plus au sud. D'accord. D'autres catégories. Oui, il y a aussi les migrateurs de passage. Eux, ils ne font que traverser la région lors de leur long voyage entre l'Europe et l'Afrique. Le vautour fauve, par exemple, ou le bussard cendré peuvent être observés en transit. Ils ne s'arrêtent pas longtemps. Juste une étape sur la route. Voilà. Et enfin, quelques espèces sont des hivernantes. Elles viennent passer l'hiver dans la région pour fuir le froid de pays plus au nord. La buse variable en est un exemple. C'est donc un véritable carrefour, en fait. Une terre d'accueil permanente pour certains, une destination d'été pour d'autres, et une étape pour les grands voyageurs. C'est fou. Est-ce que cette richesse, elle se répartit différemment entre la côte et l'intérieur des terres? Ben, c'est assez bien équilibré en fait. L'étude a trouvé 22 espèces nicheuses sur le littoral et 21 dans les zones continentales intérieures. Ah oui, c'est très proche. Très similaire, oui. La richesse globale est donc très proche. Bien sûr, les espèces ne sont pas exactement les mêmes. Partout, certaines préfèrent les falaises côtières, d'autres les forêts de montagne ou les plaines. Mais aucune des deux grandes zones ne semble nettement plus riche que l'autre en nombre d'espèces nicheuses. D'accord. L'étude aborde aussi un point crucial, leur état de santé, on peut dire, leur statut de conservation. Qu'est-ce qui ressort de l'analyse qui a été faite à l'époque? Alors oui, sur les 32 espèces recensées, l'évaluation faite dans le cadre de la thèse, bon, faut préciser, basée sur les données de 2014-2015 et l'été, était assez préoccupante. Ah, Environ la moitié, 15 espèces, étaient considérées comme ayant un statut favorable. Mais pour l'autre moitié, c'était plus inquiétant. 15 espèces jugées vulnérables et 2 carrément menacées. attends, ça veut dire que près de la moitié des espèces de rapaces étudiées là-bas étaient déjà considérées comme fragiles ou en danger à ce moment-là. C'est ça. C'est énorme. Ça interpelle sérieusement sur leur avenir. Absolument. Ça met le doigt sur une fragilité importante de ces populations et ça souligne pourquoi des études comme celle-ci sont vraiment essentielles, pour identifier les menaces et puis essayer de guider les actions de conservation. Oui, bien sûr. La thèse insiste d'ailleurs là-dessus dans ses conclusions. On y reviendra peut-être. D'accord. Bon, cet inventaire général est déjà très riche, mais comme tu disais, l'étude a aussi mis la loupe sur un site bien précis, le ravin de Ras El Ma. Oui. Qu'est-ce qu'il a de si particulier cet endroit? Alors, Ras El Ma, c'est un site qui se trouve dans la wilaya de Guelma, donc plutôt dans l'intérieur des terres. C'est un endroit assez spectaculaire, marqué par une grande falaise rocheuse. Ah oui, on... Faut imaginer une paroi de plus de 500 mètres de long, Ah ouais, pas mal. qui domine le fond du ravin d'environ 65 mètres de haut et dont le sommet atteint plus de 1000 mètres d'altitude. Un mur naturel, quoi. Exactement. C'est un site idéal pour beaucoup de rapaces qui aiment nicher en falaise. Et c'est là que l'équipe de recherche a passé beaucoup de temps, de février à septembre, en 2014 et 2015, pour observer de très près 9 espèces et comprendre leur écologie et surtout leur reproduction. Un vrai laboratoire à ciel ouvert. Et qu'est-ce que ces observations intensives ont appris aux chercheurs sur la vie des rapaces à Ras El Ma? Comment ça pulse là-haut? On a appris pas mal de choses sur la dynamique de cette communauté. Par exemple, l'abondance, c'est-à-dire le nombre total d'individus de rapaces présents sur le site, elle atteint son maximum en plein été, en juillet. Ah oui, hein. En 2014, ils ont compté jusqu'à 43 rapaces en même temps. 43. Waouh. C'est beaucoup pour un seul site, non? Oui, c'est pas mal. Et l'espèce la plus nombreuse, c'était de loin le milan noir. Parfois jusqu'à 35 individus observés en même temps. D'accord. Et la famille qui dominait en nombre, c'était les accipitridés, logiquement, puisqu'ils sont les plus diversifiés. Logique. Et en termes de diversité d'espèces? Alors, la richesse en espèces, le nombre d'espèces différentes présentes au même moment, elle était à son maximum un peu plus tôt dans la saison, en avril et mai.
Ah, au printemps. Voilà, avec jusqu'à 7 espèces différentes qui cohabitaient sur la falaise. C'est logique aussi car c'est le cœur de la période de reproduction pour beaucoup d'entre elles, le moment où les couples sont installés. Bien sûr. L'étude a aussi confirmé quelque chose d'attendu, mais d'important. Plus il y avait d'individus au total sur le site, plus il y avait d'espèces différentes. Autrement dit, un site qui est très attractif. Il attire plusieurs espèces. Voilà, souvent pour plusieurs espèces à la fois. Et quelles sont les stars dont on a suivi la vie de famille de près sur cette falaise? Alors, le suivi détaillé de la reproduction a concerné 7 espèces clés nichant sur la falaise. Le fameux milan noir, l'aigle beuté, le vautour percnoptère, la buse féroce, le faucon cresserelle, le faucon pèlerin et le faucon lanier. Un beau casting. Oui. Alors, justement, plongeons dans l'intimité d'une de ces stars, le milan noir. C'est l'espèce la plus abondante sur le site, on l'a dit. Que nous apprend l'étude sur sa reproduction à Ras El Ma? Comment il élève ses petits sur cette falaise? Alors le milan noir, on le rappelle, c'est un migrateur nicheur. Il arrive à Rassellement en mars, il repart en septembre. Et ce qui est vraiment frappant sur ce site, c'est où il choisit de faire son nid. Ah, Normalement, le milan noir, c'est plutôt un oiseau qui niche dans les arbres, dans des forêts, des bosquets. oui, c'est l'image qu'on en a. Mais ici, à Ras El Ma, c'est tout le contraire. Plus de 90% des nids trouvés, 91 à 93% selon l'année, étaient installés directement sur les vies rocheuses. Les rebords de la falaise, quoi. Naturel de la falaise. Très peu de nids étaient dans les quelques arbres accrochés à la paroi. C'est une adaptation locale assez remarquable. Ah oui, c'est étonnant. Et la proximité de l'eau, hein, il y a un lac et des rivières en contrebas, ça semble aussi être un facteur important dans le choix du site. D'accord. Il s'est transformé en spécialiste des falaises ici. Et avec quoi il construit son nid sur ces rebords rocheux? J'imagine des branchages. Oui, oui, il y a des branchages, bien sûr. Mais ce qui a vraiment surpris les chercheurs, c'est la quantité incroyable de déchets humains qu'ils incorporent à leur nid. Non. Si, si. L'étude décrit des nids contenant des morceaux de plastique, des bouts de tissu, des chiffons, du papier et même des touffes de poils d'animaux domestiques probablement récupérés près des villages. C'est fou ça. C'est assez fou, oui. Ils réutilisent aussi souvent d'anciens nids d'une année sur l'autre qu'ils redécorent avec ces matériaux un peu hétéroclites. Il rénove avec ce qu'il trouve. Voilà. L'installation des couples et la construction ou la rénovation des nids, ça démarre dès le début du mois d'avril. Des bouts de plastique et des chiffons dans un nid de rapace. C'est à la fois une preuve d'adaptation incroyable et en même temps un peu déprimant sur l'état de notre environnement, non? C'est exactement ça. On peut presque l'imaginer faire son marché sur les dépôts d'ordures. Bon, et après cette installation très moderne, comment se passe la reproduction elle-même? Alors la ponte a lieu principalement fin avril et début mai. Chaque couple pond entre 1 et 3 œufs. La moyenne observée autour de 2,2 œufs par nid, c'est une taille de ponte assez classique pour l'espèce. D'accord. La thèse cite d'ailleurs une observation plus ancienne de Brosset en 1967 qui notait déjà que les rapaces nord-africains pondent en général autant d'œufs que leurs cousins européens, ce qui n'est pas le cas pour d'autres groupes d'oiseaux où la ponte est plus faible sous les climats chauds. Intéressant. Et après la ponte? L'éclosion? L'éclosion des œufs a lieu surtout fin mai et début juin. Le succès d'éclosion, c'est-à-dire la proportion d'œufs qui donne un poussin vivant, est correct, mais pas exceptionnel. En moyenne, entre 60 et 64% des œufs ont éclos sur ce site. Donc un tiers des œufs environ n'arrivent pas à terme. C'est ça. Il y a des pertes, puis vient le grand moment, l'envol des jeunes. Ça se passe principalement fin juin et début juillet. Et là, ça se passe mieux? Là, oui, le succès est bien meilleur. Le taux de succès à l'envol, la proportion de poussins nés qui réussissent à quitter le nid, est élevé, entre 81 et 96% selon les années. Ah oui, c'est très bon ça. Oui, une fois nés, les jeunes milans noirs de Ras El Ma ont donc de bonnes chances de survivre jusqu'à l'envol. Donc, si on récapitule, pour le Milan noir, installation sur la falaise avec des matériaux de récup, ponte de 2-3 œufs, éclosion des 2 tiers environ, et ensuite la grande majorité des poussins qui naissent arrivent à s'envoler. Au final, quel est le bilan global? Est-ce que beaucoup de couples réussissent à élever des jeunes chaque année? Le succès global de reproduction, qu'on mesure souvent par le pourcentage de nids qui produisent au moins un jeune jusqu'à l'envol, il est qualifié de modéré dans l'étude. Il se situe entre 38 et 42% sur les 2 années. Moins de la moitié donc. Voilà. Un peu moins de la moitié des couples qui commencent une nidification réussissent à mener au moins un jeune à l'envol. Malgré le bon taux d'envol des poussins une fois éclos, il y a pas mal de pertes avant ce stade, que ce soit au niveau des œufs ou des très jeunes poussins. D'accord, merci pour ce portrait détaillé et plein de surprises du Milan noir version Ras El Ma, hein. Mais il n'était pas seul sur cette falaise, on l'a dit.
Qu'en est-il de ses voisins? Par exemple, le vautour percnoptère, ce petit vautour migrateur. Ah oui, le vautour percnoptère. C'est un autre résident estival de la falaise. Il niche aussi sur les vires rocheuses et pond généralement un ou deux œufs seulement. Moins que le Milan. Oui. Et fait intéressant, dans cette étude particulière à Rasselma, il a montré un très bon succès de reproduction. Le taux d'éclosion était élevé, 83%, Pas mal. et surtout, tous les poussins qui ont éclos ont réussi à s'envoler. Ah, carrément, 100%. Un succès à long vol de 100% sur les 2 années d'études. C'est remarquable. C'est une espèce fascinante, hein, connue ailleurs pour son intelligence, sa capacité à utiliser des pierres pour casser des os d'autruche. Bon, ça n'a pas été observé spécifiquement ici, mais quand même. Un succès parfait pour le pernoptère à Raselma, c'est une bonne nouvelle. Et un autre voisin, un faucon cette fois, le lanier. Le faucon lanier, lui, c'est un résident permanent, un sédentaire. Il niche aussi sur la falaise. Bon, l'étude a été un peu moins chanceuse avec lui, ils n'ont trouvé que 2 nids actifs, et seulement en 2015. D'accord. Ces 2 nids contenaient chacun 4 œufs. Son succès d'éclosion a été plus faible que celui du pernoptère, autour de 62,5%. Moins bon. Par contre, un peu comme le pernoptère, une fois les poussins éclos, 5 poussins sur les 8 pondus au total, ils ont tous réussi à s'envoler. Succès moyen global, le personnoptère et le lanier avec un très bon succès une fois les jeunes éclos, mais peut-être moins d'œufs pondus ou moins de nids suivis. Ça soulève une question importante. Comment on explique ces variations de réussite entre espèces ou même d'une année à l'autre? Bah oui, c'est la grande question en écologie de la reproduction. Et il n'y a jamais une seule réponse simple, évidemment. Plusieurs facteurs jouent en même temps. La disponibilité de la nourriture, c'est crucial. Oui, la base. Si une année est pauvre en proie favorite d'une espèce, le succès sera forcément moindre. La prédation existe aussi. D'autres animaux peuvent manger les œufs ou les jeunes poussins. D'autres rapaces. Des reptiles. Oui, autres rapaces, reptiles, des mammifères grimpeurs aussi. Le dérangement par les activités humaines, des randonneurs, des travaux à proximité, ça peut pousser les parents à abandonner le nid. Faut faire attention. Absolument. Et bien sûr, les conditions météo jouent un rôle vital. De fortes pluies, une vague de froid au mauvais moment, ça peut être fatal aux jeunes. L'étude ne détaille pas les causes exactes de chaque échec à Rasselma, mais ce sont les facteurs classiques qui influencent le succès des nichés. D'accord. On arrive au bout de notre exploration de cette thèse qui est vraiment passionnante. Si on devait garder quelques idées fortes sur ces rapaces nicheurs du nord-est algérien, ce serait quoi? Alors d'abord, je retiendrai la richesse. La richesse insoupçonnée. 32 espèces, c'est vraiment beaucoup, et ça montre l'importance de cette région pour la conservation des rapaces à l'échelle de la Méditerranée. C'est clair. Ensuite, la diversité des modes de vie. Ce mélange dynamique de résidents permanents qui tiennent bon toute l'année et de migrateurs qui viennent profiter de la belle saison pour élever leurs jeunes. Très dynamique. Oui. Et puis, l'étude confirme aussi le rôle vital de certains habitats clés. Les falaises rocheuses, comme on l'a vu à Raselma, mais aussi les forêts matures, avec de vieux arbres pour d'autres espèces. Faut pas l'oublier. Et l'étude de cas à Raselma nous a vraiment offert des pépites, non? Notamment ces adaptations assez étonnantes du Milan noir, le choix de la falaise plutôt que des arbres, et surtout, cette utilisation massive de nos déchets pour construire son nid. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit au fond? Si on prend un peu de recul, je dirais que ces découvertes sont précieuses à plusieurs niveaux. D'abord, elles comblent des lacunes dans notre connaissance de la biodiversité d'une région clé, le bassin méditerranéen. C'est important. Oui, Ensuite, elles nous alertent sur la sensibilité de ces oiseaux. Faut se rappeler la moitié des espèces jugées vulnérables ou menacées dans l'étude, et la mention de la dégradation des habitats. oui, ça marque. Ça donne tout son poids à l'appel qui est lancé en conclusion de la thèse. Il faut protéger activement ces sites de nidification importants, il faut limiter le dérangement humain, préserver les vieux arbres indispensables à certaines espèces, et surtout continuer à suivre ces populations pour comprendre comment elles évoluent. C'est essentiel. Et pour terminer, cette image forte des nids de Milan noir à Ras El Ma, remplis de plastique et de chiffon. Si c'est une preuve de leur incroyable capacité d'adaptation à un monde qui change sous la pression humaine, ça ouvre aussi une question un peu vertigineuse, non? C'est vrai. Laquelle? Ben, est-ce que cette adaptation, cette dépendance à nos déchets, cette vie dans des paysages de plus en plus marqués par notre présence, est-ce que ça pourrait avoir un coût caché? Des conséquences qu'on ne voit pas encore? C'est une bonne question. Peut-être des problèmes de santé liés aux polluants dans ces matériaux ou des effets plus subtils sur leur comportement, leur survie à long terme. C'est une adaptation qui force l'admiration, c'est sûr, mais qui nous renvoie aussi à notre propre impact sur la nature.
même dans ces recoins qu'on imagine plus sauvages. Absolument. Une pensée à méditer.